Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de Savoir en partage qui, espérons-le, sera la dernière séance de Savoir en confinement. Nous espérons donc que nous allons pouvoir retrouver notre public habituel pour les prochaines séances. Alors pour notre séance d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Roland Recht et Roland Baridon, qui vont nous parler d'une nouvelle collection publiée par les presses universitaires de Strasbourg, qui est une collection intitulée Historiographie de l'art et qui est dirigée par Roland Recht. Alors quelques mots très rapidement pour présenter nos intervenants du jour. Roland Recht, j'allais dire qu'on ne le présente pas, mais je vais quand même rappeler qui il est. Donc Roland Recht est professeur au Collège de France, membre de l'Institut, a été professeur à l'Université Marc Bloch de Strasbourg et ancien directeur des musées de Strasbourg. Et bien sûr, directeur de la nouvelle collection Historiographie de l'art dont nous allons parler aujourd'hui. Laurent Baridon est professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université Lyon 2. Je rappelle que vous avez enseigné à Strasbourg, à l'université, où vous avez d'ailleurs soutenu une thèse en 1992 sur Viollet-le-Duc. Donc je pense que vous aurez tout loisir de discuter alors non pas de Viollet-le-Duc peut-être, mais du mouvement auquel appartient l'œuvre et le travail de Viollet-le-Duc. Je voudrais donc, avant de vous laisser la parole à tous les deux, souligner l'importance de ce moment historique qui est la deuxième moitié du XIXe siècle, où l'histoire de l'art est devenue une discipline académique et s'est véritablement structurée comme une discipline universitaire et scientifique. Et pour lancer votre discussion, je voudrais vous adresser à tous les deux une question qui porte sur le lieu où nous sommes, Strasbourg. Et je voudrais vous demander à tous les deux si, à votre avis, Strasbourg, par son histoire très particulière, constitue un lieu de savoir privilégié pour étudier l'émergence de l'histoire de l'art. Bref, je ne vous demande pas s'il est intéressant de faire de l'histoire de l'art, puisqu'on connaît la réponse, mais plutôt si Strasbourg offre un point de vue privilégié sur la naissance de cette discipline. Et si oui, comme j'imagine que ça sera le cas, est-ce que c'est spécifiquement lié à la période allemande 1870-1918, qui fait d'ailleurs que les touristes qui se promènent à Strasbourg peuvent voir dans le quartier allemand des exemples en fait d'une architecture qui est une architecture gothique, renaissante, néoclassique et qui en fait est une espèce de musée vivant de ce qu'ont pu être les connaissances en histoire de l'art et en histoire de l'architecture dans cette période allemande de la vie de Strasbourg. Voilà, donc je vous laisse la parole et merci beaucoup. Je m'éclipse. Alors nous démasquons, nous sommes loin l'un de l'autre. Merci beaucoup, Édouard Meil, pour cette introduction. Je prends la parole en premier, mais c'est pour la donner immédiatement à Roland Recht, parce que sur un tel sujet, l'historiographie de l'art à Strasbourg, nul autre ne pourrait mieux répondre. Oui, alors, merci pour la question redoublée. Évidemment, Édouard Meil, je pense, en posant la question, il en connaissait la réponse. C'est évidemment un point de vue privilégié que celui de Strasbourg sur, je dirais, à la fois la naissance de l'histoire de l'art, d'une façon d'ailleurs assez paradoxale, j'y reviens, et sur la naissance d'une conception de l'université qui remontait à Humboldt, à Alexander von Humboldt, à Wilhelm von Humboldt, et qui, dans les années 1830-40, a fixé
un objectif à l'Université Nouvelle, qui était non plus seulement d'être un lieu de diffusion de la culture destinée à la bourgeoisie, mais qui était aussi un lieu de diffusion d'une recherche associée à l'enseignement. Donc ces deux choses ensemble, effectivement, constituent une grande nouveauté. Et c'est dans cette lignée que l'Université de Strasbourg, à partir de l'annexion, a en 1872 été inaugurée, même si ce n'est pas dans les bâtiments actuels, mais enfin elle a été inaugurée, et donc les enseignements ont commencé. Alors, la situation exceptionnelle de Strasbourg, c'est que l'histoire de l'art a été instituée dans cette université allemande, donc je l'ai dit dès 1972, avec Anton Springer, qui est une éminente personnalité, très connue, très réputée de son temps, aujourd'hui encore, qui a une production livresque considérable, qui n'est malheureusement pas resté très longtemps à Strasbourg, mais je dirais le ton a été donné, et à partir de là, des professeurs, d'ailleurs souvent jeunes, ont été nommés à Strasbourg. Donc l'histoire de l'art existe ici, à Strasbourg, depuis 1972. L'histoire de l'art existe à la Sorbonne, comme vous le savez, plus de 20 ans plus tard. Elle n'existe pas encore au Collège de France, qui est quand même une des institutions à l'introduire en France. Elle existait bien sûr à l'école des Chartes et à l'école des Beaux-Arts. Bon, ça c'est autre chose. Mais bref, pour dire que la discipline de l'histoire de l'art elle-même n'est pas du tout dans la même situation en Allemagne qu'en France dans cette fin du XIXe siècle. Et d'autre part, Strasbourg a encore une place, je dirais, privilégiée, dans la mesure où une des personnages, une des personnalités les plus connues aujourd'hui a été étudiant ici. J'ai nommé Aby Warburg. Et Warburg a été absolument fasciné. Donc il est là dans les années 1888-89. Il était fasciné par la conception des bibliothèques. Et en particulier, il avait trouvé que l'organisation même des séminaires dans le palais universitaire, cette fois, qui était construit entre-temps, cette organisation était un modèle. On allait d'un institut à l'autre, librement, pour voir à la fois les professeurs qu'on avait envie de rencontrer, les séminaires auxquels on avait envie d'assister, mais surtout pour regarder les livres qu'on avait envie de voir. Donc c'était un modèle de bibliothèque pour lui, et sa fameuse bibliothèque qu'il va créer à Hambourg, une bibliothèque personnelle qu'il va créer à Hambourg, et bien cette bibliothèque est conçue, il le dit lui-même, sur le modèle strasbourgeois. Donc on a à Strasbourg effectivement un modèle, c'est pas du tout par esprit chauvin que comment disent les Italiens, pas campanilisme, mais parce qu'il y a effectivement ici une généalogie tout à fait particulière du savoir dans le domaine de l'histoire de l'art. Bien sûr aussi dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de la littérature et dans les sciences naturelles. Voilà, un petit peu. Mais vous avez peut-être envie de... Franck Castel, je crois, est passé à Strasbourg. Franck Castel, oui. Plus tard. Oui, beaucoup plus tard. Évidemment, oui, pour oui. parler du côté français. Voilà, alors après, effectivement, là, je voulais mettre l'accent sur la nouveauté, si vous voulez. Mais en effet, oui, Franck Castel est passé à Strasbourg. Il a même passé pas mal d'années à Strasbourg. Et il a été parmi les professeurs qui sont partis à Clermont au moment de l'annexion au régime nazi. Il y a ici des personnalités considérables. Même, on peut dire qu'un Lucien Febvre était relativement intéressé par l'histoire de l'art. Même s'il avait eu l'idée d'une histoire de l'art très orientée vers l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de l'art comme illustration de l'histoire. Ou les œuvres d'art comme illustration de l'histoire. Mais enfin, quand même, c'était un esprit de ce point de vue-là, très ouvert. Voilà, oui, non, en effet, il y a eu tout un ensemble de personnalités très, très intéressantes à Strasbourg. Peut-être que le dernier que je voudrais citer et lui rendre hommage, c'est Louis Gourdecki, bien entendu, qui a été professeur à Strasbourg à partir de 1961, si je me souviens bien. 61 et qui est parti en 70
mais qui a marqué profondément par son action et surtout par le modèle d'enseignant qu'il a représenté 2 voire 3 générations de jeunes historiens de l'art. Alors nous sommes au cœur du sujet déjà, puisque les rapports avec l'histoire, par exemple, font partie des questions qu'on peut se poser à propos de Jacob Burckhardt. Mais d'abord, je voudrais, même si on les voit derrière nous à l'écran, rappeler que nous sommes ici pour parler de ces 2 volumes de la collection Historiographie de l'art, que, comme l'a précisé Édouard Mel, vous dirigez. Un volume donc sur Jacob Burckhardt, comme je le disais à l'instant, de Wilhelm Schlink, qui est paru il y a combien de temps? 1 an ou... Oui, c'est ça, 1 an. Oui. Et puis le volume qui vient de paraître d'Anna Maria Ducci, Henri Faucillon en son temps, La liberté des formes. Voilà, pour la matérialité du livre, je ne sais pas si on les voit à la caméra, mais c'est toujours important parce que c'est un travail d'édition et l'objet livre est donc à appréhender également. Peut-être faut-il définir, puisque nous sommes censés partager le savoir, ce qu'est l'historiographie de l'art. Ça ne va pas de soi. Historiographie, on comprend qu'il s'agit d'écrire l'histoire, mais on peut entendre ça de façon très différente. Donc écrire l'histoire de l'art, en l'occurrence, mais c'est aussi un objet historique. C'est l'histoire de l'art. Alors, voilà. À quoi sert l'historiographie de l'art? Pour parodier le titre d'un ouvrage d'entretien que vous avez co-signé avec Claire Barbillon. Oui, ça c'était à quoi sert l'histoire de l'art. Voilà, maintenant c'est à quoi sert l'historiographie de l'art. À quoi sert l'historiographie de l'art. Vous avez raison de poser la question, Laurent, parce que parmi nos collègues, il y a encore une grande réticence à considérer l'histoire de l'art, donc l'historiographie, comme une... Je dirais non pas comme une discipline à part, parce que ça ne l'est pas, mais comme une branche importante de notre discipline, qui, elle, peut être simplement appelée l'histoire de l'art. L'historiographie, d'une façon générale, s'intéresse, je dirais, au texte. C'est en fait ça, la définition fondamentale. L'intérêt pour le texte, c'est-à-dire que si vous avez un livre de Faucillon, prenons l'exemple de Faucillon, on va évidemment s'intéresser aux différents aspects de la production livresque elle-même de Faucillon, mais on va pouvoir se poser la question, quand il écrit sur l'art roman, à la fois comment écrit-il, quel savoir a-t-il lui-même, de quel savoir dispose-t-il lui-même, je dirais même dans quelle idéologie peut-on ranger sa production livresque. Est-ce que le texte que nous avons sous les yeux, par exemple sur l'art des sculpteurs romans, le texte que nous avons sous les yeux est-il un objet isolé dans la production littéraire de son temps? Y a-t-il là quelque chose qui relève de l'écriture littéraire, de l'écriture artiste, comme on l'a dit, ou seulement un texte je dirais rigoureusement objectif, avec qui essaye de l'être en tout cas. Et peu à peu, on s'aperçoit que, en s'intéressant à l'historiographie de l'art, on s'intéresse à, je dirais, à tous ces leviers qui, à un moment donné, font qu'un livre n'est pas simplement n'a pas simplement atteint l'objectif que l'auteur s'était fixé, c'est-à-dire rendre compte de la sculpture romane ou de l'art bouddhique, etc. Donc, rendre compte plutôt du mode de production selon lequel ces ouvrages ont été écrits, selon lesquels ils ont été écrits, qui nous permet à nous aujourd'hui de prendre une grande distance vis-à-vis de cet objet historique. Donc ça devient un objet d'histoire. Effectivement, ça devient un objet historiographique, cette historiographie elle-même. Prendre distance, ça veut dire aussi que nous-mêmes, lorsque nous faisons un livre, lorsque nous travaillons dans une direction quelconque, une recherche précise, nous-mêmes, avons-nous toujours le recul nécessaire pour dire de qui sommes-nous l'héritier, par exemple, hein? À qui devons-nous une part de ce que nous écrivons? Je ne parle pas ici de malheureux exemples de plagiat qu'on a malheureusement beaucoup connus ces dernières années. C'est pas ça. Mais à qui devons-nous, c'est-à-dire quel style
de quel historien de l'art nous a influencé d'une certaine manière. Quel mode d'approche de tel ou tel historien nous a servi de modèle. Et ça fait partie de l'historiographie. Donc en fait, je crois que si l'historiographie gêne beaucoup, encore aujourd'hui, ce qui est tout de même assez surprenant quand on y pense, mais si elle gêne encore pas mal, c'est parce que elle suppose une sorte de reprise en main de ses propres outils, de tentative comment dire, de se les approprier en toute connaissance de cause, et peut-être aussi de prendre une grande distance vis-à-vis d'eux. Donc c'est tout un travail sur le sujet et l'objet qui est extrêmement intéressant et important. C'est d'ailleurs assez paradoxal parce que de façon extrêmement courante, voire obligatoire pour les travaux académiques, en histoire de l'art comme dans bien d'autres champs disciplinaires, l'introduction sert à se positionner par rapport à différents turns, dirais-je au pluriel. Hein. C'est le grand mythe des tournants dans l'historiographie de l'art. En réalité, je suis frappé par le fait que souvent on identifie sa position par rapport à effectivement un turn, mais pas par rapport à une tradition plus longue. Or, un certain nombre de problèmes se posent de façon récurrente à la discipline de l'histoire de l'art depuis ses débuts. Vous en avez cité quelques-uns, l'écriture par exemple, le rapport avec l'histoire évidemment, le rapport aux artistes, le rapport à la production artistique également, et bien d'autres encore. Donc effectivement, l'historiographie de l'art, à mon avis, suppose une longue durée tout de même, et ces deux ouvrages permettent de s'en rendre compte. Je trouve qu'ils permettent aussi de se rendre compte que précisément la définition un peu trop catégorique que fournissent ces fameux tournants si à la mode depuis un demi-siècle, cette façon trop catégorique de définir la position ne tient pas, parce que ces deux livres dont on va parler successivement, et des deux auteurs évidemment qui sont leur sujet, ces deux auteurs et ces deux livres donc permettent de voir que Burckhardt et Faucillon, finalement, très souvent, eux-mêmes hésitent, et que tout au long de leur carrière, dans leur production, si on la prend dans son ensemble, finalement, ils épousent des positions qui dépendent peut-être du sujet, qui dépendent aussi du moment, qui dépendent aussi du contexte. Et ça, je trouve que c'est extrêmement riche d'enseignement aussi quand on veut pratiquer l'histoire de l'art, y compris pour des étudiants, des jeunes chercheurs, de s'apercevoir que ces grands noms de la discipline ont perpétuellement hésité finalement sur la méthode à adopter. Donc peut-être on va rentrer un peu plus précisément dans le sujet, en parlant d'abord de Burckhardt. Nous avons un portrait de lui qui est d'ailleurs, je crois, fait d'après une photographie qui est assez célèbre et qui est ici traitée en relief, mais qui est d'après une photographie que on trouvera très facilement. Il n'y a pas beaucoup de photos d'ailleurs de Burckhardt, c'est assez curieux. Une photo de lui jeune, je crois dans les années 1840. Et puis cette photo de Burckhardt au fait de sa gloire, de profil, qui a donné naissance à ce relief. Il y a quelques belles caricatures, ça devrait vous intéresser. Oui, c'est vrai. Également. Donc Burckhardt, on le connaît. Les historiens de l'art le connaissent bien. C'est un des grands noms, évidemment, un des grands noms fondateurs de la discipline, avec bien avant, bien sûr, Winkelmann. Son ouvrage le plus connu, c'est le Cicérone, évidemment, et puis La civilisation de la Renaissance en Italie, qui sont vraiment les deux best-sellers qu'il était déjà de son époque. Ce sont deux livres qui étaient extrêmement connus. Il y a bien d'autres ouvrages dans la bibliographie de Burckhardt, mais ça permet de situer un petit peu les choses. Et puis peut-être de reparler de l'écriture, puisque vous en parliez justement. Wilhelm Schlink, dans son livre, donc, qui nous réunit ici aujourd'hui, Schlink montre que, il parle de l'écriture à la fin du livre. J'inverse un petit peu l'ordre parce que ça me semble plus logique. Montre que Burckhardt n'a jamais
écrit un ouvrage très composé d'histoire de l'art. Il l'a fait pour l'histoire, parce que c'est aussi un historien, bien entendu, mais il ne l'a pas fait pour l'histoire de l'art. Il s'agit plutôt de notes, notamment le Cicérone, qui n'est pas un guide, comme on le dit parfois, mais ce sont des notes de voyage, souvent prises in situ. Donc ça, c'est déjà extrêmement intéressant, parce que Burckhardt écrit des choses très significatives sur ce qu'est l'art, lui qui a une vision très large de la culture, de la civilisation, qui inclut l'histoire et l'histoire de l'art. Et il dit précisément que l'art se définit par le fait que il ne s'exprime pas par des mots, ça paraît être une tautologie, mais en réalité c'est très important. Et cela détermine visiblement chez lui une forme d'écriture. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Oui, vous avez raison de souligner d'ailleurs que dans les livres de Wilhelm Schlink, qui est un ouvrage que je trouve important, dans la mesure où il recentre complètement l'attention sur l'historien de l'art, la part de l'historien de l'art dans la vie et la carrière de Burckhardt. Je crois que effectivement cette question de l'écriture mérite peut-être d'être encore développée, mériterait d'être développée. Voilà un sujet de livre à faire. Si vous avez envie voilà, on peut tout de suite lancer des commandes. Oui, c'est vrai, c'est un véritable sujet. C'est un véritable sujet. Alors, ça a été un petit peu fait par Hayden White dans Meta History, où il a consacré une partie, alors ça c'est d'ailleurs très très intéressant, une partie de son livre à Burckhardt et à l'écriture de Burckhardt. Et il situe Burckhardt à la suite alors dans l'ordre c'est Michelet, Tocqueville, et j'ai oublié le troisième, bon, mais ça me reviendra, et puis Burckhardt. Et c'est très intéressant parce qu'il classe ses auteurs selon des genres qui sont empruntés à la poétique d'Aristote. Et Burckhardt, c'est la satire. C'est une sorte de synthèse entre la comédie et la tragédie. Pourquoi? Parce qu'il considère que c'est le premier de ces historiens qui montre une distance vis-à-vis de la société, de la bourgeoisie, qui est en train d'acquérir à la fois tous les pouvoirs, tous les monopoles, y compris de la culture. Et il a une distance qui n'est d'ailleurs pas toujours consciente, mais c'est ce qu'il appelle l'ironie de Burckhardt. Et je pense que là, il y a une clé intéressante. Mais on peut discuter beaucoup des thèses de White par ailleurs. Ça a été fait. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais été traduit en français, bon, ce qui est tout de même un peu scandaleux, si on peut dire, mais aussi. C'est quand même un livre très important. Bon, bref. Donc, oui, il est vrai que Burckhardt est un homme qui accorde énormément d'importance au regard, à la contemplation. Il ne le dit pas, mais on sent souvent que pour lui, le silence doit accompagner la contemplation. Or, il écrit tout le temps. Il écrit, il dessine, sans arrêt. Il prend des notes, il dessine remarquablement bien, aussi bien l'architecture, la peinture, la sculpture. Et il y a une sorte de tension, me semble-t-il, entre ces deux choses. C'est-à-dire que le regard qu'il aiguise, son propre regard, qu'il aiguise à ce point, ne peut pas entièrement suffire à quelque chose qui n'est pas forcément la transmission, qui n'est pas forcément de l'ordre d'une pédagogie, mais qui est aussi, je crois, une forme de méditation à haute voix, si je puis dire, ou à voix basse, c'est égal. En tout cas, là, ce sont les mots. Là, il a besoin des mots. Et c'est quelqu'un qui a, sur le plan philologique, conceptualisé énormément de notions qui n'existaient pas avant lui. Donc je dirais qu'en plus de l'historien de l'art qu'il est, mais qu'il est presque d'une manière en permanence empirique, sans chercher les synthèses, il y a cet homme qui invente des mots parce que tout simplement ce qu'il veut dire n'a pas été dit jusqu'ici. Donc il faut qu'il le projette en quelque sorte vers le lecteur. Et donc, effectivement, c'est une des questions là que vous posez qui est très intéressante par rapport à Burckhardt. J'avais noté une citation de Burckhardt où je ne vais évidemment pas la retrouver, mais de mémoire, il dit qu'on ne peut pas décrire,
qu'on ne peut que transcrire, en séparant, dans la traduction française, en séparant le décrire et le transcrire, c'est ça. Dans ce rapport très, très, très complexe et très poétique, en effet, à l'image. Alors, Schlink explique que donc son écriture n'est pas du tout la même quand il fait des ouvrages d'histoire et des ouvrages d'histoire de l'art, ce qui est évidemment très significatif et très intéressant. Mais comment peut-on caractériser la position de Burckhardt? Parce que l'image qu'on en a, assez classique finalement, hein, j'allais dire dans l'opinion générale des historiens de l'art, c'est que c'est un historien de l'art qui est effectivement très historien et qui explique les œuvres ou les productions artistiques en général par leur contexte historique. Alors nous sommes à un moment d'émancipation de la discipline d'histoire de l'art, d'autonomisation de l'histoire de l'art, et c'est, me semble-t-il, un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur en Allemagne dans la première moitié du XIXe siècle. Peut-être que le nom de Karl Schnaas ici doit être en particulier cité. Il y a une autre grande figure qui va influencer beaucoup Burckhardt, c'est Kugler, Franz Kugler, qui, avec son manuel d'histoire de l'art, là aussi très, très connu, très diffusé. Je vous interromps 2 secondes. Vous savez, Kugler, le manuel de Kugler est relativement mince. Oui. Et quand Burckhardt le reprend, c'est une commande de l'éditeur, il quadruple de volume. C'est-à-dire les connaissances de Burckhardt ont à ce point été développées, mais par curiosité à partir de ce que Kugler avait rédigé. Très intéressant. Un cas assez exceptionnel en fait. Oui, en effet. Et donc, quel est le rapport à l'histoire, plutôt entre histoire et histoire de l'art chez Burckhardt? Que faire de cette idée que, peut-être fausse, que l'art est indissolublement lié à ces contextes, qui est encore une fois un petit peu l'image que l'on a de Burckhardt, l'homme qui explique les œuvres d'art par un contexte qui est alors historique, qui est philosophique, qui est peut-être sociologique aussi. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui est beaucoup plus complexe que cela et qui hésite finalement, ou qui oscille tout simplement entre plusieurs approches? La question est difficile. La civilisation de la Renaissance est un livre qui était destiné à recevoir une deuxième partie. Et cette deuxième partie devait être consacrée à l'art. Oui. Or, il parle beaucoup d'art, évidemment, dans la première, dans le volume que nous connaissons, qui est un livre en soi, qui n'appelle pas forcément un complément. Enfin, dans son esprit, c'était ainsi. Et là, je crois qu'on a une des réponses à votre question. Il a toujours finalement déplacé, retardé le moment d'aborder un livre d'histoire de l'art de lui, avec son idée, sa conception, et pas celle de Kugler, et point. Donc on se répartit cette fois-ci des œuvres, on partirait des œuvres, pour voir comment elles éclairent l'histoire dans son esprit. Or, ce qu'il fait, c'est pas ça du tout. Effectivement, il parle souvent d'œuvres d'art qui expliquent l'état d'esprit. Par exemple, il détestait l'art français du XVIIe siècle. Bon, il le dit fortement, puissamment, avec d'ailleurs des arguments très intéressants. Mais voilà, c'est plutôt de la polémique, d'une certaine manière. Ou alors, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'homme contemplatif, qui, en poète, souvent, décrit des œuvres, mais tout ça ne fait pas un concept de livre. Et je pense qu'il a toujours retardé ce moment, parce qu'en fait, il n'y est pas parvenu, il n'a pas su abandonner suffisamment l'histoire, parce qu'il aurait fallu l'abandonner un peu, quand même, prendre l'autre point de vue, justement. C'était intéressant, du point de vue historiographique. Il aurait dû changer complètement de position, et ça, il ne l'a jamais fait, parce que peut-être aussi que fondamentalement, définitivement, c'est un historien. C'est peut-être ça, quand même, la grande affaire. Et c'est ça qui l'intéresse. Et c'est ça qui l'intéresse. Il faut, évidemment. Je fais le contraire. En oui, c'est ça. Je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça, quand même. Oui, même si, rappelons-le, et comme vous l'avez vous-même dit, l'ouvrage de Wilhelm Schlink est vraiment centré sur Burckhardt, historien de l'art, parce que c'est vrai qu'il est évidemment tellement historien que c'est... voilà. Mais
encore une fois, ce livre montre bien toute la complexité des approches de Burckhardt sur l'art et même de sa réflexion sur l'histoire de l'art qui est très intéressante. Cette question de l'autonomie de l'art et de l'histoire de l'art, elle accompagne finalement aussi l'institutionnalisation de la discipline. Vous en avez déjà parlé tout à l'heure avec la création des chaires qui est plus précoce, bien sûr, en Allemagne, qu'en France, c'est tout à fait clair. Est-ce que pour autant, Burckhardt a des liens avec les historiens de l'art qui vont suivre finalement, et ce qu'on a coutume d'appeler la Kunstwissenschaft? Quels sont les rapports entre Burckhardt et ce développement d'une historiographie germanique, disons, très, très puissante et très influente au XXe siècle? Est-ce que Wölfflin, comment s'opèrent ces passages? Oui. Alors ça, c'est évidemment une question qui nous entraînerait dans une heure de réponse facilement. Non, mais c'est vrai que cette question est difficile d'ailleurs, parce que on pense tout de suite à Wölfflin, évidemment, parce qu'ils sont tous les deux bâlois déjà. Ils ont grandi intellectuellement dans un milieu qui était d'abord très favorable à l'art. Il y a beaucoup de mécènes. Il y a aussi une activité de peintre importante. N'oublions pas quelqu'un comme Böcklin, par exemple. Donc, ils sont tous les deux marqués quand même beaucoup par ce milieu. Et je ne voudrais pas oublier, oui, parce que là, je parle du milieu lui-même sur le plan plus strictement intellectuel, mais il y avait aussi, depuis toujours, depuis Amambach, depuis le XVIe siècle, un goût pour la collection. Pas négligeable. Hein. Et Wölfflin a beaucoup pratiqué les collections publiques, d'une part, mais aussi les collections privées. Il connaissait énormément d'œuvres à partir de là. Bon. Alors, l'orientation de Wölfflin ne revendique pas absolument une quelconque paternité ou simplement affinité avec Burckhardt. Ça va de soi. Enfin, plutôt, oui. Cependant, Wölfflin s'intéressait beaucoup à la psychologie de l'art, en particulier à la psychologie de l'architecture, enfin la question de... Son premier livre. Voilà, son premier livre. Et quand on lit attentivement certains passages de Burckhardt, on s'aperçoit que cette question est présente. Il est déjà en train d'essayer de creuser la manière dont, par exemple, la structure architecturale agit sur la structure mentale ou en tout cas sur les affects. Donc on peut dire que là, il y a en fait peut-être un filon, même si Wölfflin a dû évidemment passer par bien d'autres lectures pour revenir à ces considérations. Oui, mais effectivement, l'importance du voir et de la perception chez Burckhardt, incontestablement, se retrouve bien sûr chez Wölfflin et chez beaucoup d'historiens d'art de cette génération, évidemment. Il y a dans un épilogue, je crois que c'est une révision en guise d'épilogue, c'est ce qu'écrit Wölfflin dans l'édition de 1933 de ses fameux principes fondamentaux de l'histoire de l'art qui sont parus pour la première édition en 1915. Il y a une petite note de Wölfflin sur Burckhardt, c'est la toute fin du livre, donc de l'édition de 1933. Je cite Wölfflin: « Je tombe par hasard, feuilletant des papiers de Burckhardt, sur cette note d'un de ses cahiers de cours. » Citation. « À voir les choses en gros, le rapport de l'art à la culture générale n'est saisissable que dans la facilité et l'incohérence. L'art a sa vie propre et sa propre histoire. » Fin de citation de Burckhardt par Wölfflin. Je reviens à Wölfflin. J'ignore quel sens particulier Burckhardt a entendu donner à cette phrase, mais il est bien remarquable de rencontrer une assertion de ce genre chez l'homme qui a été plus apte et plus décidé que tout autre à faire de l'art une partie de l'histoire générale. Ça, évidemment, c'est vrai qu'il est tombé pile sur la citation qui se retourne contre ce pauvre Burckhardt qui ne pouvait plus se défendre. Mais c'est vrai, ça, il a évidemment absolument raison, et que cette phrase est effectivement très étrange, mais la phrase de Burckhardt, j'entends, elle confirme à peu près ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de tension permanente entre quelque chose qui est de l'ordre du langage et quelque chose qui est de l'ordre de la contemplation. Donc de l'ordre du langage, c'est, j'allais dire, l'instrumentalisation de l'art
par exemple par l'histoire, ou par la littérature, pourquoi pas. Et que là, il a une position qui, à mon avis, est tellement en permanence sur le fil du rasoir qu'il n'y arrive pas. Il n'arrivera jamais à se décider. C'est pareil qu'il aurait été incapable, évidemment. C'est pas du tout ce que je dis. Mais il n'a pas voulu prendre ce virage définitif d'un livre qui n'était pas forcément d'ailleurs le deuxième volume de la civilisation de la Renaissance. Ça aurait pu être autre chose. Mais non, il ne l'a pas fait. Voilà. Oui, et même les ouvrages qui, comme le dit Wilhelm Schling, sont publiés de façon posthume sur Rubens. Oui. Le titre, c'est, je crois, Souvenir sur Rubens. C'est-à-dire que le titre indique quelque chose de très personnel, de très subjectif, et pas effectivement un livre très composé d'histoire de l'art, très méthodique. Oui. Voilà, alors que, et là, je fais évidemment la transition avec le formalisme et donc le livre sur Faucillon. On peut dire que la Kunstwissenschaft, justement, propose une méthode extrêmement rigoureuse et Wölfflin en tête avec ces fameux couples de catégories. Alors on va parler un petit peu de formalisme évidemment pour Faucillon. Donc c'est le deuxième ouvrage paru d'Anna Maria Ducci que vous avez sans doute à l'écran. Voilà, merci. Avec Faucillon, qui est un personnage extraordinaire par sa carrière, par ses engagements politiques, scientifiques également. Et puis il faut rappeler quand même qu'il a été révoqué en 1942, si je me souviens bien, de sa chaire du Collège de France, juste avant son décès. Donc c'est vraiment quelque chose de très cruel et qui témoigne de la force de ses engagements. Alors revenons à la question du formalisme. Évidemment, vous avez écrit, je crois, une phrase qui dit à peu près Faucillon est le premier formaliste français en tant que tel. Voilà, donc la chose paraît acquise, mais tout de même, essayons de préciser un peu, et peut-être on peut commencer effectivement, puisque nous sommes à Strasbourg, et voilà, entre les cultures allemandes et françaises de l'histoire de l'art. Est-ce que Faucillon doit quelque chose aux formalistes d'outre-Rhin, et quoi? Parce que lisait-il l'allemand apparemment pas trop, voilà, je ne vais pas lui jeter la pierre. En tout cas, il n'était pas très à l'aise, il lisait plutôt des traductions, voire des extraits, comme le montre Anna Maria Ducci, assez clairement. Mais néanmoins, il y a une filiation qui paraît tout à fait claire, avec des différences très fortes aussi, peut-être au niveau de la méthode et au niveau de l'écriture. Oui, alors, Faucillon, effectivement, sur la question de la lecture de l'allemand, moi j'ai aussi beaucoup... je me suis heurté à pas mal d'obstacles parce que c'est pas très clair. Enfin, et c'est évidemment essentiel parce qu'au moment où Faucillon émerge, je dirais, dans la discipline en France, il y a déjà des acquis en Allemagne dans le domaine de la Kunstwissenschaft qui sont d'abord la visibilité, hein, Fiedler, Hildebrand, etc. Et ensuite, des historiens de l'art qui ont mis en avant la question de la forme à la suite de Wölfflin, parfois un peu contre Wölfflin, mais surtout à la suite de Wölfflin. Bon, ça c'est une chose essentielle, sans laquelle on imagine très mal Faucillon. De même qu'on l'imagine mal par rapport à l'école de Vienne. Je pense bien que Riegel, qui n'était absolument pas traduit à ce moment-là, il devait en avoir entendu parler d'une manière ou d'une autre. Alors, bon, mettons de côté cette question de la langue, parce qu'elle est pour l'instant sans réponse véritable. Je pense que quelque chose a dû jouer aussi dans ce que j'ai envie d'appeler, mais alors d'une manière un petit peu forcée, l'esprit du temps. Le goût pour la forme. Et ça, c'est un article de Meyer Shapiro qui était très critique vis-à-vis de Faucillon, mais encore plus vis-à-vis de Baltrushaitis, en disant que ces gens-là font du formalisme à la manière du cubisme. En fait, il avait une idée comme ça sur la façon dont il y aurait eu une école française du formalisme qui n'était pas du tout formée, informée aussi.
averti de ce qui se passait à Vienne. Bon, c'est une question qui n'est pas absurde de poser. Et je pense que quand je dis le milieu, enfin l'environnement à la fois artistique et intellectuel, était d'une certaine manière porté vers les problèmes de forme. Quand on pense par exemple à la question de la Gestalt, qui est posée d'abord par les Autrichiens et puis ensuite plus largement en Europe, y compris en France, même si ce n'est pas strictement contemporain, je pense que ces questions-là travaillaient à la fois les artistes et les historiens. Le goût de Faucillon, par exemple, ne le portait pas du tout vers Picasso, il le portait plutôt vers Lotte, ou vers des gens comme ça. Ou vers Jacques Villon, je crois. Ou vers Jacques Villon aussi, voilà. Donc ce sont des gens qui, on ne peut pas considérer qu'ils soient proches de Picasso, et que la révolution de Picasso a été transformée là en un formalisme, une sorte de, je dirais presque de bien-pensance dans le domaine de l'esthétique plastique, qui plaisait beaucoup à Faucillon. Et du coup, son intérêt pour l'art roman, en particulier, a été fortement marqué par ces questions-là. Je crois que ce n'est pas l'intérêt pour l'art roman qui l'a poussé à s'intéresser à l'art contemporain. Je crois que c'était l'inverse, puisque dans sa famille, déjà, avec son père qui était graveur, on fréquentait les artistes, on connaissait ce monde de très près. Lui-même dessiné d'ailleurs, comme Bocart. Exactement, lui-même dessiné. Je trouve moins bien. Ah. Enfin, c'est mon avis. Parfois, il donne l'impression de vouloir dessiner comme Victor Hugo, ce qui n'était pas le cas, mais comme Bocart non plus. Bon, enfin bref, ça c'est un détail. Donc, Faucillon a certainement été nourri par tout ce milieu, et que son formalisme, il l'a vraiment, je crois, construit de ses mains. Enfin, c'est cette façon, par exemple, d'analyser l'art roman, la question du cadre et tout ça, c'est une approche qu'on trouve bien sûr d'une manière dispersée dans différents ouvrages de la fin du 19e siècle, notamment chez les Viennois, mais c'est jamais exactement comme ça. Donc il y a vraiment là un effort énorme de réflexion, de synthèse, et on pourrait même aller plus loin et dire que peut-être son livre le plus important, c'est pas l'art roman, c'est pas le livre ou les publications qu'il a faites sur la sculpture romane, ce serait plutôt un peu l'éloge de la main, qui est un ouvrage assez bachelardien, mais qui est peut-être surtout la vie des formes. Hein, je crois que ça c'est de 1934 voilà, pour la première édition. Qui reste toujours la charpente à partir de laquelle on peut évaluer les autres œuvres de Faucillon. Bon, je ne réponds pas vraiment à votre question parce que je pense que son formalisme est singulier, que pour cela, mais en cela, il est le premier en France. Je ne vois pas, moins que vous allez peut-être me contredire. C'est peut-être pour ça que vous me posez la question. Est-ce que vous voyez un autre formaliste avant Faucillon? Non, je n'en vois pas. Donc, je crois qu'il a joué un rôle, mais pas tant de passeur. Et là, je suis un tout petit peu je dirais pas en contradiction, mais enfin un peu, si je m'éloigne un peu de l'interprétation d'Anna Maria Ducci, mais je respecte la sienne, mais je pense qu'il n'est pas tellement un passeur, ce qui est encore plus méritoire, il a vraiment fondé une forme de l'histoire de l'art, une branche de l'histoire de l'art médiévale. Mais ce que montre bien Anna Maria Ducci par son ouvrage qui est d'une érudition incroyable. Oui. Enfin, voilà, c'est un modèle. Elle montre bien qu'il y a d'autres relais. C'est-à-dire que, bon, par exemple, on peut citer Victor Bach. Il y a, enfin, autour de Faucillon, c'est un milieu, enfin, c'est un cercle de relations. Très impressionnant, qui lui permet effectivement de toucher à de très nombreux domaines, parce que c'est aussi une caractéristique de sa bibliographie que de travailler sur l'art bouddhique, que de travailler sur Hokusai, enfin c'est quand même assez extraordinaire, et de multiplier les projets dans toutes les directions, et pas dans tous les sens, mais dans toutes les directions. Et on voit bien que ce contexte intellectuel joue un rôle extrêmement important, et que
Oui, il forge son formalisme sans aucun doute, mais à partir d'une faculté à synthétiser Paul Valéry, dont il est proche également, cette forme très poétique de pensée sur l'art, qui se nourrit de mythes aussi bien, et à intégrer ça dans sa propre pensée et dans ce propre formalisme, qu'il a d'ailleurs revendiqué. Hein. Oui, je suis formaliste, comme une déclaration vraiment quasi politique, et d'expliquer pourquoi. Et bon, il y a de magnifiques pages, bien sûr, de La vie des formes qui sont très faciles à trouver, parce que là aussi, c'est rassurant, c'est un best-seller. Oui. Depuis c'est quand même rassurant. Depuis 1934, c'est quand même extraordinaire. Voilà, c'est absolument incroyable. Alors, je parlais de ces cercles. Il a croisé Panofsky, ce qui est un épisode très mystérieux, mais quand même très fascinant, là aussi, en 1933, si je ne me trompe pas, quand Panofsky quittait l'Allemagne. Ils se sont croisés, je crois, dans la maison de campagne de Faucillon. Il y a dû y avoir d'autres occasions, quand même. Est-ce qu'ils se sont parlé? Parce que Faucillon est aussi en contact avec l'historiographie, alors certes allemande, parce que ce sont les gens qui ont quitté l'Allemagne, évidemment, pour s'installer au Warburg Institute, et puis ensuite aux États-Unis, où lui-même, Faucillon, a terminé sa carrière. Mais il y a donc ce déplacement géographique, mais il y a aussi une ouverture conceptuelle assez extraordinaire de Faucillon. Alors, par rapport à l'iconologie panofskienne, par rapport à l'iconographie en général, on sait qu'Émile Malle est la grande personnalité au tournant du 19e et 20e siècle. Comment est-ce que se situe Faucillon? C'est-à-dire que, est-ce que ça n'est qu'un formaliste? Et qu'est-ce que serait ce formalisme? Ça, on peut en reparler si vous voulez. Mais quel rapport a-t-il avec l'iconographie, tout simplement, ou l'iconologie panofskienne, si vous préférez? Alors peut-être pour revenir au cas singulier de Panofsky et Faucillon. D'après ce que nous savons, ils ne se sont pas vus beaucoup. Il y a eu cette visite de Panofsky dans la maison de Faucillon, effectivement, que vous avez évoqué, avant le départ de Panofsky aux États-Unis. Et j'ai tendance à penser que nous avons trop souvent la tentation de faire dire, dans ces moments exceptionnels quand même, avec ces deux monstres de la discipline, à leur faire dire plus qu'ils n'ont dit en réalité. Est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup discuté et de quoi ont-ils parlé, en dehors de la pluie et du beau temps? Il y a une phrase qui est très très frappante, où Faucillon dit « Chez Panofsky, il y a trop de cabale ». Il y a trop de cabale. Oui, trop de cabale. Alors, ça veut dire qu'il y a eu une conversation à un moment donné, ou alors qu'il a lu, en tout cas, les premiers éléments de l'iconologie panofskienne, et qu'il y avait là quelque chose qui le déroutait, enfin, qui faisait qu'il n'était pas... Il ne suivait pas vraiment cette question, comme Panofsky voulait qu'on la suive. Quant à Warburg, tout ça n'existait évidemment absolument pas. Je crois que là, il ne faut pas faire des projections dans des mondes qui n'ont tout simplement jamais existé. Aux États-Unis même, les contacts entre Panofsky et Faucillon sont quasiment inexistants. Enfin, ils ont correspondu une ou l'autre fois, mais pour des questions tout à fait techniques, pratiques. Enfin. Donc je ne pense pas qu'il y a eu un grand dialogue entre ces deux personnalités. Alors pourquoi aussi? Parce que, comme vous l'avez dit, l'iconographie n'était pas vraiment le propre des recherches de Faucillon. Peut-être aussi parce qu'il devait se démarquer. Il a quand même été élu à la chaire d'Émile Malle à la Sorbonne, à un moment où il s'agissait de mettre fin au règne de Malle. Et je ne dis pas que c'était une opportunité, mais en tout cas c'était le moment où, pour Faucillon, il s'agissait d'affirmer ce qui l'intéresse lui. Il y a d'ailleurs une très belle lettre où il parle à Malle de son élection et où il lui dit, ben voilà, maintenant je suis là pour, d'une certaine façon, il ne le dit pas comme ça, mais il dit, pour compléter
l'admirable travail que vous avez fait, alors qu'il l'aimait pas du tout mal. Bon, les deux personnalités, par ailleurs, idéologiquement, sont absolument pas, évidemment, du même côté. Donc je pense qu'il y a eu aussi cet effort de sortir d'une image qui aurait pu lui peser, qui était d'être le successeur du grand iconographe. Parce que Malle était admiré déjà en Allemagne, en Suisse, en Italie, partout, et même dans le monde anglo-saxon. Et il a effectivement pu se démarquer de cette iconographie et ne pas... comment dire, il s'est comporté en formaliste, bon, c'est clair, mais ce formaliste a toujours eu le sens de ce qui pouvait subsister dans une image d'une tradition ancienne. Et cette tradition, elle est relayée. Et par quoi est-elle relayée? Elle est relayée bien sûr par des formes, mais elle est aussi relayée par des textes. Et ça, c'est quelque chose que Faucillon n'oublie jamais. Hein, il en parle d'une façon assez éblouissante par moments, de ne pas oublier à quel point la transmission des thèmes formels, plastiques, se fait par différentes voies, par différents canaux. Et que, d'une certaine façon, cela voulait dire implicitement que le formalisme pouvait expliquer une de ces filiations, mais que l'iconographie pouvait aussi en expliquer une autre. Je crois que c'est un peu dans cette position assez diplomatique, sur le plan académique en tout cas, qu'on peut parler de la relation entre Faucillon et l'iconographie, de manière générale. Alors l'iconologie, c'est encore beaucoup plus compliqué, puisque là, bon, les bases étaient posées ont été posées vraiment par Panofsky, pas du tout par Warburg, comme vous savez, vraiment par Panofsky, et les choses n'étaient pas assez développées à ce moment-là pour qu'il les connaisse, lui, Faucillon. Oui, tout à fait. Alors, dans les rapports de Faucillon avec l'historiographie, et en particulier germanique, allemande, suisse ou autrichienne, il y a quand même un problème aussi qui est une forme de nationalisme chez Faucillon, très, très militant, très véhément, Très affirmé, oui. très affirmé. Comment envisager cette question? Parce que c'est un problème historiographique. Bien sûr. Que faire des idées des historiens de l'art? Il a eu des polémiques célèbres aussi avec Stregowski, qui sont profondément liées à une conception de l'histoire, de la culture, de la politique. Voilà, faire de l'historiographie, c'est ça aussi. C'est reconnaître des engagements, des idéologies et examiner en quoi elles pèsent ou elles portent, cela dépend, le travail de l'historien de l'art. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Parce que pour Faucillon, c'est quand même une question extrêmement importante, et pour d'autres de sa génération d'ailleurs. Oui. Pour Burckhardt aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai, non, c'est une question qui pèse, je dirais, fortement dans la production de Faucillon. D'ailleurs que le livre de Lucci met très bien en lumière. C'est pas un ouvrage hagiographique. On l'a peut-être pas dit, mais je crois qu'il est important de souligner. En effet, alors peut-être que simplement, du coup, en prenant le développement historique dans lequel se situe la production et même la vie de Faucillon, on avance de plus en plus à partir de ce salon de Monsieur Faucillon père, où on fréquentait Geffroy, on fréquentait les Goncourt, enfin voilà, tout ça est évidemment un milieu, je dirais, d'esthètes. Et puis peu à peu, on avance dans le siècle, la fin de la Première Guerre mondiale, et puis la montée des difficultés de plus en plus grandes pendant les années 30. On est en plein là-dedans, lorsque Faucillon produit ses œuvres les plus importantes. Et vous l'avez dit brièvement tout à l'heure, on peut dire qu'il était militant d'une certaine manière. Hein. Il était évidemment un homme de gauche qui prônait un socialisme, certes modéré, mais tout de même, et qui a payé de sa vie, en tout cas de sa carrière, et peut-être aussi de sa vie, sait-on jamais,
sa santé de plus en plus précaire a peut-être été aussi en partie, pourquoi pas, suscité par cette difficulté qu'il avait à la fois à assurer toutes les responsabilités, toutes les charges qu'il avait acceptées, et de voir la montée du fascisme, de l'extrême droite, etc. Donc, je pense que le travail quotidien de l'historien de l'art Faucillon, en aucune manière ne pouvait laisser de côté ces problèmes. Dimier non plus. Louis Dimier non plus, mais c'est l'autre bord alors. Hein. Mais enfin, je crois que ces années-là ont nécessairement produit des pensées, des hommes, des œuvres qui exigeaient un engagement, quel qu'il fût. Alors, le nationalisme, c'est vrai que c'est gênant par moments. Quand on lit Faucillon, on se dit, mais quand même, il a des accents qui sont assez... qui n'apportent rien à certaines de ces pages, parmi les plus belles, et qui en même temps les éclairent. C'est là la question historiographique, on est en plein dedans. Il a sans doute mis trop en avant la question d'un art français, d'un art qui a ses racines en France, la terre française, le terroir, la pierre française. C'est un titre d'un de ses livres. Toutes ces choses viennent en avant. C'est pas la première fois, évidemment, dans l'histoire de l'art que des revendications de cette sorte sont faites. Mais enfin là, c'est vrai que comme la pensée de Faucillon est quand même extrêmement intéressante, originale, on aimerait l'avoir peut-être débarrassé de ces aspects-là, mais on ne réécrit pas les livres de Faucillon. Donc là, vous avez tout à fait raison de mettre l'accent là-dessus. Ce nationalisme a quelque chose par moment je dirais même d'insupportable, même si aujourd'hui ça a des échos tout à fait historiquement tout à fait intéressants. On peut voir comment l'historiographie permet de comprendre le monde contemporain aussi. Bon. Et par rapport à l'Allemagne, donc ça a quand même aussi déterminé, j'imagine, sa relation à l'historiographie de langue allemande. Alors là, on peut comparer la situation d'Émile Malle et de Henri Faucillon. Émile Malle, qui était un nationaliste, hein, là aussi. Toute l'œuvre d'Émile Malle tente aussi à montrer à quel point la terre de France a produit un art qui était absolument impensable ailleurs dans le monde. Bon, ça c'est un point tout à fait essentiel. Mais ce qui est intéressant, c'est que Malle a littéralement s'est enflammé, sans faire de mauvais jeu de mots, quand il y a eu ce problème terrible du bombardement de la cathédrale de Reims par l'Allemagne. Et il a immédiatement écrit des pages vraiment incendiaires contre les Allemands, en disant que c'était des criminels et que de toute façon, l'art médiéval allemand n'avait absolument aucun rapport avec le génie de l'art français. Bon, tout était dit. Faucillon n'a jamais adopté une position comme celle-là. Vous allez me dire, il était peut-être encore trop jeune à ce moment, mais ça ne fait rien, même plus tard. Il n'a pas du tout adopté cette position. Néanmoins, il parle bien, à plusieurs reprises, de ce que l'art français a de supérieur, notamment par l'art gothique, le moment d'apogée de la pensée constructive, de la pensée architecturale. Il pense aussi que les ouvriers qui ont travaillé dans nos cathédrales, c'est un peu peut-être la lecture de Viollet-le-Duc, que les ouvriers qui ont travaillé dans nos cathédrales sont des modèles pour ce que pourraient être les ouvriers aujourd'hui qui travaillent sur des chantiers ou qui façonnent la nation française. Bon, bref. Donc, toutes ces questions sont là, effectivement, avec évidemment ce mot honni de race qui revient à plusieurs reprises, mais qui, vous le savez bien, est un terme tellement
fréquent dans la bouche de tellement d'auteurs, y compris des gens de gauche, y compris évidemment des gens de droite, que je crois qu'on ne peut plus en donner la même définition qu'on en donnerait aujourd'hui. Il faut pas faire des anachronismes. Voilà, donc je crois que vous avez raison de souligner cet aspect qui est quelque chose et qui rend aussi peut-être archaïque beaucoup de pages de Faucillon. C'est un peu dommage. Et même repoussante. Enfin, c'est vrai que moi, je me souviens quand j'étais étudiant que j'ai ouvert certains ouvrages de Faucillon, je me suis dit mais c'est pas possible, on ne peut pas lire ça, ça n'a plus aucun intérêt. Oui. Mais il faut effectivement, si j'ose dire, passer outre, ou en tout cas les écarter pour aller chercher. Oui. Mais ne pas les oublier, comme vous avez dit. Oui, ne pas les oublier, bien entendu. Il ne s'agit pas de les annuler, mais il s'agit de chercher plus profondément ce qu'il y a d'important chez Faucillon. Peut-être devons-nous évoquer les prochains titres de la collection pour terminer. Oui, en effet. Alors nous avons un programme je ne vais pas aller trop loin, parce que si je vous dis que dans 12 ans, les prochains livres, même les livres qui sont prêts, il y en a en particulier, je peux dire 3, 2 en tout cas. Le premier, c'est un livre de Panofsky, publié en 1924, sur la sculpture allemande du XIIe et du XIIIe siècle, un livre qui n'a jamais été traduit dans aucune langue autre que l'allemand, enfin, qui n'a qu'une édition allemande. Et j'essaye aussi de montrer les raisons pour lesquelles ce livre n'a peut-être jamais été traduit. On peut dire que c'est Panofsky avant Panofsky, en gros. Et l'historiographie française s'est intéressée qu'au Panofsky de l'iconologie, etc. Bon. Alors, ce livre va être présenté dans une magnifique traduction dû à 2 auteurs qui se sont partagés le travail. D'une part, Pierre Ruche et d'autre part, Aude Viré-Vallon. Et l'ouvrage est introduit par Christian Freigang, que vous connaissez, qui est un grand historien de l'art, qui enseigne à l'université de Berlin et qui a fait une très belle mise en perspective de ce livre. Parce que le but de cette collection, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, c'est évidemment de mettre des ouvrages en perspective. Il ne s'agit pas simplement de publier un livre de 24 de Faucillon, de Panofsky, mais il s'agit de le mettre en perspective, de le contextualiser, comme on dit, mais aussi de dire ce qui peut nous apporter aujourd'hui. Et là, l'introduction de Freigang est tout à fait remarquable. Ça, c'est le prochain projet, suivi ou accompagné peut-être simultanément d'un autre, qui est la traduction d'un livre de Wilhelm Føge. Alors Føge, évidemment, déjà, l'orthographe du nom en français est assez difficile. Tout le monde va dire Vosges, Vosges, ça, je le crains. Non, tout de même, bon, d'accord. Alors, Føge était le professeur de Panofsky, en fait. Il était professeur de Panofsky à Strasbourg, même. Ils se sont connus à Fribourg, surtout. Mais déjà à Strasbourg, Føge a eu une influence assez grande sur un certain nombre d'historiens de l'art, dont le très jeune Panofsky. Et Føge a écrit un livre, le premier livre sur l'histoire de la sculpture gothique en France. Ce qu'on appelle aujourd'hui la première sculpture gothique, c'est-à-dire Chartres et Saint-Denis. Et Føge a écrit ce livre, donc les débuts de la sculpture gothique en France, publié en 1994. Il l'a écrit en 2-3 ans, pratiquement. Et c'est un livre qui, aujourd'hui, évidemment, pour beaucoup de thèses qu'il défend, n'est plus en odeur de sainteté. Évidemment, les hypothèses se sont succédées aujourd'hui. Ce n'est plus Chartres qui est à l'origine de Saint-Denis, mais sans doute l'inverse. Et c'est surtout pas Saint-Gilles du Gard qui est à l'origine de la sculpture chartraine. Mais ça ne fait rien. Ce livre est admirable par son écriture et par la manière dont Føge approche les problèmes plastiques. C'est quelque chose de tout à fait surprenant. Il a inventé littéralement lui aussi un vocabulaire pour aborder ces questions et il les aborde avec des outils conceptuels qu'il a pris dans
par exemple, de Semper, ou dans celui qui était le modèle de l'étude de l'art médiéval, c'est-à-dire Viollet-le-Duc. Et il renverse les thèses de Viollet-le-Duc dans certains plans, par exemple sur le plan de la question du vêtement dans la sculpture médiévale. Il entreprend toute une révision du regard que l'on portait jusqu'ici sur ses œuvres, et on peut dire que c'est le premier qui a regardé attentivement, avec son calepin et son crayon, il dessinait aussi, il prenait des notes, et à la différence du Burckhardt, il a fait de la photographie. Il s'était acheté un appareil photographique très perfectionné et il photographiait les œuvres qu'il voyait au cours de ses voyages. Mais c'est un ouvrage absolument fondamental pour qui veut comprendre l'historiographie de ces monuments qui sont aujourd'hui évidemment très connus et très étudiés. Donc je tenais à ce que ces deux livres s'accompagnent littéralement dans la parution. J'espère que nous pourrons le faire. Voilà. Après, il y a un autre projet qui va peut-être avoir le jour, la même année. C'est un ouvrage collectif sous la direction de Michela Passini sur l'écriture de l'histoire de l'art dans la première moitié du XXe siècle. Donc ce serait presque une sorte de suite au livre que nous avions fait quand j'étais au Collège de France, l'histoire de l'art au XIXe siècle en France. Voilà les projets tels qu'ils se présentent aujourd'hui. Je ne vous parle pas de la suite qui sera au moins aussi passionnante. Merci beaucoup. Longue vie à la collection. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Merci beaucoup.